Mariam est née dans un petit village de Côte d'Ivoire. Dès sa naissance, les rumeurs ont couru, cet enfant porte malheur, disait-on. Sa mère est morte en couche, et son père, dévasté, ne l'a jamais regardée comme sa fille. La famille paternelle l'a vue comme une malédiction vivante. À 6 ans, elle dormait souvent dehors, mangeait les restes des voisins et était traitée comme une étrangère. Mariam vivait dans un monde où chaque jour apportait son lot de blessures. À la maison, ses cousins se moquaient d'elle sans arrêt. Ils l'appelaient « l'enfant maudite » et riaient de ses vêtements déchirés. Sa tante, qui l'avait recueillie après la mort de sa mère, ne lui montrait aucune tendresse. Au contraire, elle la frappait pour un rien, une assiette mal lavée, un regard jugé insolent. Les coups étaient parfois si durs que Mariam se cachait sous un arbre pour pleurer en silence. Son père, lui, restait distant. Il ne parlait presque jamais, et quand il le faisait, c'était pour lui reprocher d'exister. « Si ta mère était là !» murmurait-il, sans finir sa phrase. Ces mots la blessaient plus que les coups. À l'école, c'était pire. Les autres enfants la rejetaient. Ils l'appelaient « sorcière » à cause de son air triste et de ses habits usés. Elle n'avait pas d'amis, pas de répit. Les professeurs, débordés, ne voyaient pas sa souffrance. Un jour, à 9 ans, une dispute éclata avec sa tante. Mariam avait renversé un seau d'eau par accident. Furieuse, sa tante l'a chassée de la maison en criant « Va-t'en, on ne veut plus de toi ». Mariam, terrifiée, a pris un petit baluchon et s'est enfuie. Elle n'avait nulle part où aller. La nuit, elle dormait sur des nattes abandonnées près du marché, tremblant de froid et de peur. Elle ne comprenait pas pourquoi personne ne l'aimait. Elle se demandait souvent ce qu'elle avait fait pour mériter ce rejet. Malgré tout, Mariam gardait une petite lueur en elle. Elle observait les gens autour d'elle, les familles qui riaient, les enfants qui jouaient. Elle se promettait qu'un jour, elle serait différente. Elle ne savait pas comment, mais elle voulait prouver qu'elle valait quelque chose. Cette pensée l'aidait à tenir. Pourtant, les jours passaient, et la solitude pesait lourd. Elle mendiait parfois pour manger, mais la honte la rongeait. Les villageois la regardaient avec mépris, et certains lui lançaient des insultes. « Tu n'es rien », disait-il. Ces mots s'enfonçaient dans son cœur comme des couteaux. Mais Mariam apprenait à survivre. Elle écoutait les conversations des adultes, observait leurs gestes. Elle ramassait des bouts de papier pour griffonner des lettres, car elle aimait l'école, même si elle y était maltraitée. Elle rêvait d'un avenir où elle pourrait marcher la tête haute. Ce rêve, fragile comme une flamme dans le vent, était tout ce qu'elle avait. À 9 ans, elle était déjà plus forte que beaucoup d'adultes, mais elle ne le savait pas encore. Chaque humiliation, chaque larme, chaque nuit dehors forgeait en elle une détermination qu'elle découvrirait plus tard. Elle ne savait pas que ces épreuves, aussi cruelles soient-elles, étaient le début d'un chemin extraordinaire. À 9 ans, Mariam se retrouva seule dans les rues poussiéreuses du village. Chassée de chez sa tante, elle n'avait plus de maison. Les marchés devinrent son refuge. Elle dormait sous des étals, entre des sacs de maïs et des odeurs de poissons séchés. Pour manger, elle mendiait ou ramassait des restes dans les poubelles. Parfois, elle vendait de l'eau glacée, portant un seau lourd sur sa tête sous le soleil brûlant. Chaque pièce gagnée était une victoire, mais aussi un rappel de sa solitude. Les nuits étaient les plus dures. Les bruits des chiens errants et les ombres des passants la terrifiaient. Elle serrait son baluchon contre elle, comme un bouclier. Un jour, un vieil homme nommé Tonton Samba la remarqua. C'était un balayeur, avec un visage ridé mais des yeux pleins de douceur. Il la vit pleurer près d'un marché et lui offrit un beignet. Mariam, méfiante, hésita, mais la faim l'emporta. Tonton Samba devint son protecteur. Il ne pouvait pas lui offrir un toit, mais il lui donna quelque chose de plus précieux, de l'espoir. Il lui apprit à lire et à écrire sur des bouts de carton, sous la lumière d'un réverbère. Les mots, c'est la liberté, disait-il. Il lui racontait des histoires de héros qui surmontaient les épreuves, et Mariam buvait ses paroles. Tonton Samba lui enseigna aussi à rêver. Il lui disait, « Ta douleur, c'est un trésor. Elle te rendra plus forte que ceux qui n'ont jamais souffert. » Ces mots restaient gravés dans son cœur. Elle commença à écrire des poèmes, des pensées simples sur sa vie, sur le vent qui caressait son visage la nuit. Ces moments avec Tonton Samba étaient ses seuls instants de paix. Il lui apprenait à compter, à respecter les autres, mais surtout à se respecter elle-même. Tu n'es pas une malédiction, Mariam. Tu
Tu es un miracle, répétait-il. La vie dans la rue restait dure. Les autres enfants des rues se moquaient parfois d'elle, et les adultes la chassaient des endroits où elle cherchait à se reposer. Mais Mariam apprenait à être rusée. Elle évitait les bagarres, négociait pour garder ses petites affaires. Elle gardait toujours un crayon et un bout de papier dans sa poche, cadeau de tonton Samba. Écrire devenait sa façon de parler au monde, de crier sans faire de bruit. Elle écrivait sur ses rêves, une maison, une famille, une école où personne ne la rejetterait. Malgré les épreuves, Mariam grandissait. À 11 ans, elle était plus mûre que beaucoup d'adultes. Elle observait les commerçants, apprenait leurs astuces pour vendre. Elle économisait chaque pièce pour acheter un cahier ou un stylo. Tonton Samba lui disait qu'un jour, elle ferait de grandes choses. Elle le croyait, même si elle avait peur. Quand elle se sentait faible, elle repensait à ces mots, « Ta douleur est un trésor ». Cela lui donnait la force de continuer. La rue, aussi cruelle soit-elle, lui apprenait la résilience. Chaque jour était une leçon, chaque nuit un combat. Mariam ne savait pas encore que ce refuge temporaire deviendrait le socle de son avenir. À 13 ans, la vie de Mariam prit un tournant inattendu. Une ONG organisait un concours de poésie dans les marchés de la région. Mariam, encouragée par tonton Samba, écrivit un poème sur sa vie dans la rue. Ces mots étaient simples mais puissants, pleins de douleur et d'espoir. Elle n'espérait pas gagner, mais tonton Samba insista pour qu'elle participe. Le jour du concours, elle lut son poème devant un petit public. Sa voix tremblait, mais ses mots touchèrent les juges. Ils furent émus par sa sincérité. À leur grande surprise, Mariam remporta le premier prix. Ce prix changea tout. L'ONG, impressionnée par son talent et son histoire, lui offrit une bourse pour étudier dans une école privée à Abidjan. Pour la première fois, Mariam quitta son village. Elle était terrifiée mais excitée. À Abidjan, tout était nouveau, les immeubles, les voitures, les gens pressés. L'école était un monde à part. Les élèves portaient des uniformes impeccables, et les salles de classe étaient remplies de livres. Mariam, avec ses vêtements usés, se sentait différente. Mais elle était déterminée. Elle se répétait, « Si je réussis, je reviendrai. » Mais pas les mains vides. Les premiers mois furent difficiles. Les autres élèves la regardaient avec curiosité, parfois avec mépris. Elle avait du retard en classe, car elle n'avait pas suivi une scolarité régulière. Mais Mariam travaillait sans relâche. Elle passait ses nuits à étudier, à rattraper les leçons. Les professeurs, d'abord sceptiques, commencèrent à admirer son sérieux. Elle posait des questions, notait tout, et refusait de baisser les bras. Même quand elle ne comprenait pas, elle insistait jusqu'à ce que tout devienne clair. À l'école, elle vivait dans un dortoir avec d'autres filles. Certaines étaient gentilles, d'autres la rejetaient. Mariam restait discrète, mais elle ne laissait personne la décourager. Elle pensait à tonton Samba, à ses mots sur la douleur qui forge. Elle écrivait toujours des poèmes, souvent tard le soir, pour ne pas oublier d'où elle venait. Ces poèmes étaient son refuge, sa façon de transformer ses blessures en force. Mariam devait aussi gérer l'argent de la bourse, qui ne couvrait pas tout. Elle vendait des petits gâteaux au marché pour payer ses fournitures scolaires. Elle se levait à l'aube, étudiait, travaillait, puis rentrait épuisée. Mais elle ne se plaignait jamais. Chaque effort était un pas vers son rêve. Elle voulait devenir quelqu'un, non pas pour se venger, mais pour montrer que même une enfant rejetée pouvait réussir. Au fil des mois, Mariam devint une élève brillante. Ses professeurs la citaient en exemple. Elle gagnait des concours scolaires, ce qui renforçait sa confiance. Elle n'oubliait pas son village, ni les filles comme elle, laissées pour compte. Elle se promettait de revenir un jour pour les aider. Cette promesse la poussait à travailler encore plus dur. À 13 ans, elle comprenait déjà que l'éducation était sa porte de sortie, sa chance de changer sa vie. Elle serrait les dents, étudiait sous la lumière faible du dortoir, et rêvait d'un avenir où elle serait libre. À 17 ans, Mariam réalisa un exploit, elle fut admise à l'université d'Abidjan pour étudier le droit. Ce fut un moment de fierté, mais aussi de peur. L'université était un monde intimidant, avec des étudiants venant de milieux aisés, des professeurs exigeants et des cours complexes. Mariam n'avait pas les moyens de vivre comme les autres.
la bourse qu'elle avait obtenue couvrait à peine ses frais d'inscription. Pour survivre, elle devait travailler dur. Elle vendait du gari et des beignets sur les marchés le matin, faisait du ménage chez des familles l'après-midi, et étudiait la nuit. Son quotidien était épuisant. Elle se levait à 4 heures du matin pour préparer ses produits à vendre. Ensuite, elle courait à l'université pour suivre les cours. Après les cours, elle nettoyait des maisons jusqu'au soir. Quand elle rentrait, elle n'avait souvent que 3 heures pour dormir. La fatigue était son ennemie, mais elle refusait de céder. Elle se rappelait les mots de Tonton Samba, « Ta douleur est un trésor ». Ces mots lui donnaient la force de continuer, même quand elle pleurait de fatigue. À l'université, Mariam se sentait parfois à Dilma. Les autres étudiants avaient des vêtements à la mode et des ordinateurs portables. Elle portait des habits simples et prenait des notes à la main. Certains se moquaient d'elle, mais elle les ignorait. Elle n'était pas là pour plaire, mais pour réussir. Ses professeurs, au début, ne la prenaient pas au sérieux. Mais son intelligence et sa détermination les impressionnèrent vite. Elle posait des questions pertinentes et obtenait d'excellentes notes. Mariam avait un rêve clair, devenir avocate pour défendre les enfants rejetés, comme elle l'avait été. Ce rêve la portait. Mais il y avait des moments de doute. Parfois, seule dans sa petite chambre, elle pleurait en pensant à son passé, à sa mère qu'elle n'avait jamais connue, à son père qui l'avait abandonnée. Ces souvenirs la blessaient, mais elle transformait sa colère en énergie. Elle écrivait ses émotions dans un carnet, ce qui l'aidait à tenir. Ses sacrifices étaient immenses. Elle renonçait aux loisirs, aux amis, au repos. Elle n'avait pas le temps de s'amuser. Chaque minute était consacrée à ses études ou à son travail. Pourtant, elle ne se plaignait jamais. Elle savait que chaque effort la rapprochait de son but. Les week-ends, pendant que les autres étudiants sortaient, elle révisait dans la bibliothèque. Elle économisait chaque franc pour acheter des livres ou payer ses frais. Au fil des années, Mariam devint une étudiante modèle. Ses professeurs la respectaient, et certains étudiants cherchaient son aide pour comprendre les cours. Elle partageait ses notes sans rien attendre en retour. Mais elle restait discrète, presque invisible. Elle ne parlait pas de son passé, sauf à une amie proche qu'elle s'était faite à l'université. Cette amie, Hawa, l'encourageait et lui rappelait qu'elle était spéciale. Mariam, qui n'avait jamais cru en elle-même, commençait à y croire. À 20 ans, elle était épuisée mais plus forte que jamais. Elle savait que ses sacrifices n'étaient pas vains. Chaque nuit sans sommeil, chaque larme versée, chaque travail acharné était un pas vers son rêve. Elle voyait l'université comme une bataille, et elle était déterminée à la gagner. Son passé douloureux était devenu son carburant, sa raison de se battre. À 23 ans, Mariam atteignit un sommet, elle obtint son diplôme de droit, major de promotion. Ce jour-là, elle monta sur l'estrade sous les applaudissements de ses camarades et professeurs. Elle portait une robe noire simple, achetée avec ses économies. Autour de son cou, elle avait accroché une petite photo de Tonton Samba, décédé l'année précédente. Cette photo était son talisman, un rappel de l'homme qui lui avait donné de l'espoir. Pendant son discours, elle parla avec une voix claire et forte, « Le rejet m'a détruite, mais Dieu m'a reconstruite. Aujourd'hui, je me lève pour tous ceux qu'on a abandonnés. » La salle entière était silencieuse, émue par ces mots. Beaucoup pleuraient, même ceux qui ne connaissaient pas son histoire. Mariam ne raconta pas tout, mais sa sincérité toucha les cœurs. Elle ne parla pas de vengeance, mais de justice. Elle voulait que son diplôme soit un symbole d'espoir pour les autres. Les professeurs, qui l'avaient sous-estimée au début, la félicitèrent avec respect. Ses camarades, autrefois distants, l'entourèrent pour la féliciter. Pour la première fois, Mariam se sentit acceptée. Ce moment n'était pas seulement une victoire personnelle. C'était une revanche contre tous ceux qui l'avaient traitée de « sorcière », de « maudite ». Mais Mariam n'était pas animée par la haine. Elle avait transformé sa douleur en force, comme Tonton Samba le lui avait appris. Elle repensait souvent à ses nuits dans la rue, à ses jours de faim. Ses souvenirs, loin de la briser, l'avaient rendue inébranlable. Elle savait que ce diplôme n'était pas la fin, mais le début d'une mission plus grande. Après la cérémonie, Mariam passa des heures à parler avec ses camarades et professeurs.
Certains lui proposèrent des stages dans des cabinets d'avocats prestigieux. Elle écoutait poliment, mais son cœur était ailleurs. Elle voulait retourner dans son village, non pas pour se venger, mais pour aider les enfants comme elle. Elle avait déjà contacté des ONG pour discuter de son projet, un centre pour les filles rejetées. Elle voyait grand, et son diplôme lui donnait la légitimité de le faire. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Mariam pleura. Pas de tristesse, mais de soulagement. Elle repensait à tonton Samba, à ces mots, « Ta douleur est un trésor ». Il avait raison. Elle avait transformé ses blessures en force. Elle relut ses vieux poèmes, écrits dans la rue. Ils étaient simples, mais pleins de vérité. Elle écrivit un nouveau poème ce soir-là, dédié à tous ceux qui souffrent en silence. Elle se promit de le lire un jour devant un grand public. Le lendemain, Mariam commença à planifier son avenir. Elle contacta des avocats, des ONG, des donateurs. Elle voulait que son centre soit un refuge, un endroit où les filles pourraient apprendre, rêver, et se reconstruire. Elle savait que ce serait difficile, mais elle n'avait jamais eu peur des défis. Son diplôme était une arme, et elle était prête à se battre pour ceux que la société avait oubliés. Ce jour-là, elle comprit qu'elle n'était plus une victime, mais une guerrière. 10 ans après avoir été chassée, Mariam retourna dans son village. À 27 ans, elle était méconnaissable. Elle conduisait une voiture blanche, portait un tailleur blanc impeccable, et était suivie par un bus rempli de journalistes, de caméras et d'une équipe d'ONG. Elle n'était pas revenue pour se vanter, mais pour accomplir une promesse, construire un centre pour les filles rejetées. Les villageois, en la voyant arriver, chuchotaient, « C'est elle ? La petite Mariam ». Personne ne pouvait croire que l'enfant maudite était devenue cette femme forte et élégante. Le village n'avait pas beaucoup changé. Les maisons en terre, les chemins poussiéreux, les regards curieux, tout lui rappelait son enfance douloureuse. Mais Mariam ne ressentait ni peur ni colère. Elle était là pour changer les choses. Elle avait préparé ce moment pendant des années. Avec l'aide des ONG, elle avait réuni des fonds pour construire un centre d'accueil avec des salles de classe, un dortoir et une bibliothèque. Ce serait un refuge pour les filles abandonnées, un endroit où elles pourraient grandir sans peur. Les journalistes étaient fascinés par son histoire. Ils prenaient des photos, posaient des questions. Mariam répondait calmement, sans révéler toute sa douleur. Elle parlait de son projet avec passion, expliquant comment l'éducation pouvait transformer des vies. Les villageois, curieux, s'approchaient peu à peu. Certains baissaient les yeux, honteux de l'avoir maltraitée autrefois. Mariam ne les accusait pas. Elle voulait construire, pas détruire. Elle rencontra les anciens du village pour discuter du terrain où le centre serait bâti. Ils étaient impressionnés par son assurance et son projet. Certains, qui l'avaient autrefois insulté, lui demandèrent pardon. Mariam hochait la tête, sans sourire. Elle n'était pas là pour régler des comptes, mais pour briser le cycle du rejet. Elle expliqua que le centre serait gratuit et ouvert à toutes les filles dans le besoin. Les anciens promirent de la soutenir. Le dernier jour de sa visite, Mariam organisa une réunion publique. Elle parla devant une foule de villageois, de journalistes et de membres d'ONG. Elle raconta son histoire, sans honte ni colère. « J'ai été rejetée, mais je n'ai pas laissé la haine me détruire. Ce centre est pour que plus aucune fille ne vive ce que j'ai vécu. » La foule applaudit, émue. Même les enfants, qui ne comprenaient pas tout, sentaient que quelque chose d'important se passait. Mariam visita aussi l'arbre sous lequel elle se cachait enfant pour pleurer. Elle y posa une main, comme pour dire adieu à cette petite fille effrayée. Elle savait que son centre changerait la vie de nombreuses filles. Ce n'était pas une vengeance, mais une victoire. En quittant le village, elle se sentit légère. Elle avait transformé sa douleur en espoir, non seulement pour elle, mais pour les autres. Elle savait que ce n'était que le début d'une longue bataille pour la justice. Le retour de Mariam au village bouleversa sa famille. Son père, vieilli et malade, ne la reconnut pas tout de suite. Lorsqu'il comprit qui elle était, il baissa les yeux, incapable de parler. Sa tante, qu'il avait chassée à 9 ans, éclata en larmes. Elle craignait que Mariam ne soit revenue pour se venger. Les cousins, autrefois cruels, restaient silencieux, mal à l'aise. Les villageois,
Murmurait, c'est la petite sorcière? Il n'en revenait pas de voir cette femme élégante, accompagnée de journalistes et d'ONG, parler avec tant d'assurance. Mariam n'avait pas prévu de confrontation. Elle était là pour son projet, pas pour régler des comptes. Mais elle ne pouvait ignorer sa famille. Lors d'une réunion chez son père, elle s'assit face à lui. Il était faible, sa voix tremblante. Il murmura, « Je ne savais pas. » Mariam l'interrompit doucement, « Tu savais, mais tu as choisi de me rejeter. » Ses mots étaient calmes, mais directs. Elle ne criait pas, ne pleurait pas. Elle voulait qu'il comprenne. Sa tante, en pleurs, demanda pardon. Elle raconta combien elle regrettait ses actes, expliquant qu'elle était dépassée à l'époque. Mariam écoutait sans répondre. Elle n'était pas venue pour pardonner facilement, mais pour montrer que le rejet ne l'avait pas brisée. Elle leur parla de son centre pour les filles abandonnées. « Je ne suis pas revenue pour vous punir, mais pour arrêter ce cycle de douleur, » dit-elle. Sa tante pleura encore plus fort, et son père baissa la tête. Les villageois, témoins de la scène, étaient choqués. Ils voyaient Mariam sous un nouveau jour. Elle n'était plus l'enfant maudite, mais une femme qui transformait sa souffrance en action. Les journalistes prenaient des notes, impressionnés par sa maturité. Mariam expliqua que son centre serait un lieu d'espoir, où les filles apprendraient à lire, à rêver, à se battre. Elle ne parlait pas avec colère, mais avec une force tranquille qui imposait le respect. Les cousins de Mariam, désormais adultes, s'approchèrent timidement. L'un d'eux, Kofi, murmura, « On était des enfants. » On ne savait pas, Mariam hocha la tête. Les enfants apprennent des adultes. Vous avez appris à me haïr. Ces mots étaient durs, mais vrais. Elle voulait qu'ils comprennent l'impact de leurs actes. Pourtant, elle ne les humilia pas. Elle leur tendit la main, symboliquement, en les invitant à soutenir son projet. Avant de partir, Mariam laissa un message clair à sa famille et aux villageois, « Le passé ne s'efface pas, mais l'avenir peut être meilleur. Aidez-moi à le construire. » Sa force et sa dignité laissèrent tout le monde sans voix. Les caméras des journalistes capturèrent ce moment historique. Mariam n'était pas une victime cherchant à se venger, mais une leader cherchant à guérir. En quittant la maison de son père, elle se sentit libre, prête à bâtir un avenir meilleur pour les autres. Pardonner était un défi pour Mariam. Pendant 3 jours, elle parla avec son père dans sa petite maison du village. Il était faible, rongé par la maladie et les regrets. Il lui raconta sa douleur après la mort de sa femme, comment il avait cru les rumeurs superstitieuses. « J'étais perdu, » murmura-t-il. Mariam l'écoutait, le cœur lourd. Elle voyait un vieil homme brisé, mais elle repensait aussi à l'enfant qu'elle était, rejetée et seule. Ses souvenirs la blessaient encore. Le premier jour, elle lui parla franchement. « Tu m'as laissé dormir dehors. Tu m'as laissé croire que je n'étais rien. » Son père pleura, incapable de répondre. Mariam ne criait pas, mais ses mots étaient tranchants. Elle voulait qu'il comprenne la profondeur de sa douleur. Elle lui raconta ses nuits dans la rue, sa faim, sa peur. Elle lui parla de tonton Samba, l'homme qui avait été un vrai père pour elle. Son père baissa les yeux, submergé par la honte. Le deuxième jour, la conversation changea. Son père lui demanda pardon, la voix tremblante. Il dit qu'il priait pour elle chaque jour depuis son départ. Mariam ne savait pas si elle le croyait. Elle lui répondit, « Les prières n'effacent pas les actes. » Mais elle sentit une petite fissure dans sa colère. Elle ne voulait pas haïr cet homme. La haine était un poison, et elle refusait de le boire. Pourtant, le pardon était loin d'être simple. Le troisième jour, ils parlèrent de sa mère. Son père lui montra une vieille photo d'elle, souriante, tenant un panier de fruits. Mariam pleura pour la première fois. Elle ressemblait à sa mère. Cette découverte la bouleversa. Son père lui raconta des souvenirs heureux de sa femme, et Mariam comprit qu'il avait été détruit par le chagrin. Cela n'excusait pas son abandon, mais cela l'aidait à comprendre. Elle commença à voir un homme, pas un monstre. Le 4e jour, Mariam prit une décision. Elle s'assit près de son père et lui dit, « Tu n'as jamais été mon père, mais je serai toujours ta fille. » Ces mots les brisèrent tous les deux. Il pleura, la serra dans ses bras pour la première fois.
Mariam ne ressentait pas encore un amour complet, mais elle sentait un poids s'alléger. Le pardon, pour elle, n'était pas un oubli. C'était une façon de se libérer, de guérir. Elle refusa de laisser la douleur la définir. En quittant la maison, Mariam se sentit plus forte. Elle avait choisi le pardon, non pas pour son père, mais pour elle-même. Elle savait que la haine l'aurait emprisonnée. Elle voulait être libre pour construire son centre, pour aider les autres. En disant au revoir à son père, elle lui promit de revenir. Il hocha la tête, les yeux pleins de larmes. Mariam partit sans se retourner, mais avec un cœur plus léger. Le pardon était un chemin, pas une destination. Elle venait de faire le premier pas. Aujourd'hui, Mariam dirige une fondation qui aide les filles rejetées à travers l'Afrique. Son centre au village est un succès, des dizaines de filles y étudient, apprennent des métiers, et retrouvent l'espoir. Mariam donne des conférences dans tout le continent, partageant son histoire avec des milliers de personnes. Elle commence toujours ainsi, j'étais rejetée. J'étais détruite. J'ai voulu mourir. Mais ma douleur m'a rendue plus forte que l'amour. À ceux qui souffrent, ne laissez pas la haine vous façonner. Utilisez-la pour construire ce qu'on vous a refusé. Ces conférences sont bouleversantes. Elle parle avec simplicité, mais ses mots résonnent. Les gens pleurent, applaudissent, se lèvent. Elle raconte son enfance, les nuits dans la rue, les leçons de Tonton Samba. Elle parle de son diplôme, de son centre, de son pardon. Elle montre que la douleur peut devenir une force. Les jeunes filles dans le public la regardent comme un modèle. Les hommes, les femmes, les leaders l'écoutent avec respect. Mariam n'est pas une célébrité, mais une lumière. Son centre est plus qu'une école. C'est un refuge où les filles apprennent à lire, à écrire, à coder, à coudre. Elles reçoivent des repas, des vêtements, et surtout de l'amour. Mariam passe du temps avec elles, leur racontant son histoire pour leur montrer qu'elles ne sont pas seules. Elle embauche des professeurs passionnés, des psychologues, des mentors. Elle veille à ce que chaque fille se sente spéciale. Le centre est entouré de jardins où les filles plantent des fleurs, symbole de leur nouvelle vie. Mariam voyage souvent pour lever des fonds. Elle rencontre des donateurs, des politiciens, des ONG. Elle parle avec assurance, mais reste humble. Elle ne cache pas ses cicatrices. Mes blessures sont ma force, dit-elle. Elle inspire des milliers de personnes à croire en elles-mêmes. Elle collabore avec des organisations internationales pour ouvrir d'autres centres. Son rêve est que chaque fille rejetée ait une chance. Elle n'oublie jamais son village. Elle y retourne régulièrement pour superviser le centre et parler aux villageois. Certains, autrefois cruels, travaillent maintenant pour elle. Ils ont changé, touchés par son courage. Mariam ne les juge pas. Elle sait que les gens peuvent apprendre. Elle rend visite à son père, qui va mieux. Leur relation reste fragile, mais ils se parlent. Elle lui a pardonné, non pas pour lui, mais pour elle. Mariam a maintenant 35 ans. Elle n'a ni mari ni enfant, car son travail est sa famille. Elle dit souvent, mes filles du centre sont mes enfants. Elle vit pour elles, pour leur donner ce qu'elle n'a pas eu. Son histoire est devenue un livre, puis un film. Mais elle reste simple, portant toujours la photo de Tonton Samba. Son message est clair, la douleur ne vous définit pas. Ce que vous en faites, oui. Mariam est une lumière pour ceux que la vie a voulu éteindre. Abonnez-vous pour ne pas rater nos histoires.